Avec Evelyne Couturier qui, je sais qu'elle est là. Je ne te vois pas sur mon écran à moi, Je mais suis là. Maintenant que je parle, est-ce que j'apparais? oui, tu apparais. OK. Merci, Evelyne. Puis, je t'ai nommé co-host aussi pour que tu puisses partager Super. ton PowerPoint. Super, super. Evelyne, je vais te présenter brièvement. Je vais te laisser poursuivre si tu veux ajouter de l'information, mais Evelyne est à l'Institut de recherche j'ai toujours. Et d'information socio-économique. Yes! C'est l'information qui me manque tout le temps. Au fond, Evelyne travaille sur un projet qui a été demandé par l'intersyndicale. La demande, en gros, c'est de voir l'impact de la pandémie sur les femmes sous divers aspects. Donc, je vais laisser Evelyne présenter ces divers aspects-là, puis faire sa présentation. Puis, il y aura une période de questions-commentaires qui va suivre après la présentation. Donc, je te donne la parole, Evelyne. Excellent. Alors, bonjour. J'ai mis un écran c'est bon, ça fait un peu bizarre, là, mais comme ça, vous ne pouvez pas voir ma chambre et mon désordre et vous pouvez voir mon beau logo de l'IRIS ici. C'est ça, je travaille à l'IRIS, je suis chercheuse socio-économique, je travaille là-dessus, je travaille là depuis longtemps, j'ai fait plein de recherches. Je viens également de m'attendre, puis là, je vois Anaïs avec qui je suis allée au secondaire, fait que là, je suis toute excitée de faire ma présentation devant quelqu'un que je connais personnellement. Cela dit, c'est la première fois que je fais une présentation de cette envergure-là sur le virtuel. Habituellement, je suis en personne. C'est une dynamique qui est complètement différente, donc j'espère que ça va bien aller. Ma présentation, je vais vous la partager en PowerPoint. Je vous pouvez y avoir accès après. J'ai entendu que la présentation allait être filmée, bien enregistrée, il n'y a pas de problème. Et dans la mesure du possible, j'ai mis les sources pour tous les graphiques et tous les tableaux, sauf un que j'ai fait il y a plusieurs années, puis j'arrive pas à faire l'archéologie pour être en mesure de trouver les sources de ce tableau-là. Voilà, je pense que ça fait le tour des présentations générales. Donc là, attendez, je vais juste essayer, je ne suis pas encore rendue là. Puis habituellement, nous à l'IRIS, nos réunions, on ne les fait pas sur Zoom, donc ce n'est pas mon logiciel que je connais. Donc encore là, on est toutes là-dedans ensemble, hein? OK, ça ne sera pas long. S'il y a quelque chose, je suis prête, je l'ai ton PowerPoint. Fait que si ça ne fonctionne C'est bon. pas, Evelyne, sois pas inquiète. OK, donc je pense que c'est comme ça. Donc, est-ce que vous voyez ma présentation? Excellent. Donc, ma présentation, je l'ai nommée Femmes et crise, des récessions à la crise environnementale en passant par la pandémie parce que quand j'ai été approchée par l'intersyndicale pour faire une recherche sur l'effet de la crise de COVID sur les femmes, j'ai renchéri en leur proposant un projet qui était beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire de parler des crises en général parce qu'on a eu des crises économiques, on a eu des crises environnementales et les femmes sont touchées de façon différente que les hommes sur toutes ces crises-là. Donc, plutôt que de parler d'une seule crise, je me suis dit, regardons l'ensemble des crises. Donc, la présentation que je vous fais, c'est une amorce de cette recherche-là, parce que la recherche va sortir en mars 2021. Donc, on n'est vraiment pas abouti, on est encore en train de travailler sur cette recherche-là. Fait que c'est une présentation un peu préliminaire, mais qui vous donne un bon tour d'horizon sur ce qu'on est allé voir, sur voir un peu les effets du sexisme systémique sur les crises et comment on réagit face aux crises. Donc, ma présentation, il va y avoir des chiffres, mais c'est surtout des considérations, des pistes, des concepts, comme je le disais tantôt, un tour d'horizon. C'est vraiment plus pour, je pourrais dire, vous donner l'eau à la bouche pour l'ensemble de l'œuvre et peut-être aussi vous indigner avec moi sur ça. Donc, quelques concepts de base pour commencer. J'ai envie de vous parler de sexisme systémique. Donc, on est vous êtes des syndicalistes féministes, donc vous avez quand même certaines notions de base sur le sujet, mais je trouve ça quand même intéressant pour mettre la table de parler de sexisme systémique. Et bien entendu, c'est important de rappeler qu'il y a une grande différence entre systématique et systémique. Le sexisme systématique, ça voudrait dire que ça arrive chaque fois nécessairement. C'est voulu, c'est inévitable, c'est sexiste comme ça.
C'est pas de ça dont on parle de sexisme de système, donc c'est pas des actions individuelles, c'est pas les individus qui sont nécessairement de mauvaise foi, mais c'est des dynamiques qui sont historiques et collectives. Et c'est souvent des petits gestes qu'on pourrait penser qui sont anodins, qui sont subtils, qu'on remarque à peine, qui vont construire ce système-là qui va être sexiste. Par exemple, une de mes exemples que j'aime beaucoup, c'est ce jeu de Battleship. Donc, on a deux personnes qui jouent ensemble, c'est fantastique, ils ont beaucoup de plaisir. Mais qu'est-ce qu'on se trouve en arrière? Mais on trouve que la madame et la petite fille ont aussi beaucoup de plaisir, mais en train de laver la vaisselle. Donc, cette boîte de jeu-là, qui est une boîte de jeu qui date il y a quand même plusieurs années, depuis, ils ont retiré la madame et la petite fille qui font la vaisselle, mais ça montre un univers où les hommes s'amusent et où les femmes font les tâches domestiques. Le sexisme systémique, c'est aussi construit par des biais inconscients. Par exemple, les bébés à qui on parle, ben, on a fait des tests avec un même bébé qu'on habille en robe ou en petit garçon. Et pour le même enfant, les adultes vont avoir tendance à parler beaucoup plus à l'enfant qu'il pense qu'il est une fille qu'à l'enfant qu'il pense qu'il est un garçon. On va aussi remarquer qu'on encourage plus les enfants qu'on assigne garçons à être téméraires, à prendre des risques et à diminuer la considération qu'on a pour leurs pleurs, alors que les filles, au contraire, on va essayer de les protéger, on va être beaucoup plus inquiets et quand ils vont pleurer, on va prendre ces pleurs-là comme une communication plus que comme une agression. On va dire aux filles qu'elles sont belles, on va dire aux garçons qu'ils sont forts. Donc, tout ça participe à ces biais qui sont inconscients. Puis vraiment, quand on parle de comment on réagit au bébé, les personnes ne le font pas de façon consciente. Ils ne disent pas les enfants garçons n'ont pas besoin qu'on leur parle, puis les enfants filles ont besoin qu'on leur parle. C'est juste qu'à force d'être dans ce système-là, on a tendance à faire ça. On voit aussi, par exemple, comment on éduque les enfants, comment on les encourage à aller dans un domaine ou un autre. Puis ici, j'ai un autre exemple par rapport aux enfants. C'est une même collection. On a la collection avec des livres pour les petits garçons où le petit garçon possède une moto et il fait de la moto, alors que la petite fille, elle, joue à faire le ménage. Donc, encore là, on voit que c'est des conceptions qui sont complètement différentes, qui sont ancrées dans des préjugés et des stéréotypes. Des préjugés et des stéréotypes qui ont des effets qui sont très importants. Par exemple, lorsqu'on est une femme ou une femme noire, c'est encore pire. C'est très difficile de faire reconnaître la douleur qu'on ressent quand on est dans le système de santé. On va se faire dire qu'on exagère, qu'on est trop émotif et que ce qu'on ressent, c'est probablement psychosomatique. Par exemple, on sait que pour les douleurs prémenstruelles, pendant plusieurs années, même que moi, quand j'étais au secondaire, j'ai un professeur qui m'a déjà dit que c'était psychosomatique parce que les chercheurs, les scientifiques n'avaient jamais réussi à trouver la cause des douleurs prémenstruelles. Donc, on voit que ça peut causer des problèmes qui sont réels quand ça l'interfère avec les soins médicaux. Un autre exemple intéressant, c'est, bon, j'ai fait une petite recherche sur Google pour regarder les conseils d'administration. Et j'ai fait juste une recherche, j'ai juste fait conseil d'administration, board meeting en anglais, puis j'ai regardé les images que ça nous donne. Et on voit que les personnes qui sont en action, les personnes qui sont en premier plan, les personnes qui dirigent sont pas mal toutes des hommes, sauf sur deux images où on a une femme qui interagit ici et une qui est là, mais qui ne parle pas et qui n'a pas l'air d'être en action, mais qui est au bout de la table. Donc, on voit que on a des images d'un monde qui est bâti pour les hommes, d'un monde où les hommes sont plus de pouvoir et c'est pas de mauvaise foi, c'est pas parce que les gens sont méchants ou fondamentalement sexistes, mais dans l'univers dans lequel on est, il y a quand même ce sexisme systémique qui a des effets. Ce monde bâti par des hommes a des effets importants. J'ai parlé de la négation de la douleur ou des problèmes de santé pour les femmes. Mais des choses intéressantes que j'ai pu découvrir dans mes recherches, c'est
Par exemple, dans les tests cliniques, les femmes vont être souvent mises de côté parce que, à cause de nos cycles hormonaux, ben, ils ne peuvent pas vraiment voir qu'est-ce que c'est l'effet réel des médicaments sur un corps humain. Même si la moitié de la population est une femme, la moitié de la population va avoir ce type de cycle-là, qui sont tout à fait normaux, mais nous sommes exclus. Nous sommes exclus même pour les premiers tests pour des pilules qui vont avoir des effets sur les femmes en particulier. Ce qui fait aussi que les crises cardiaques, par exemple, les effets pour les femmes, les effets de la crise cardiaque, les symptômes d'une crise cardiaque pour les femmes sont complètement différents que pour les hommes, mais les symptômes qui sont typiquement féminins sont considérés comme atypiques, ce qui explique en partie pourquoi les femmes ont plus tendance à mourir des crises cardiaques, malgré ce qu'on a l'impression, malgré ce qu'on voit, puis qu'on a l'impression, parce que les hommes qui vont avoir une crise cardiaque vont avoir plus tendance à les reconnaître et plus tendance à être traités rapidement. Un autre cas pour la santé que je trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est que si on regarde les recherches qui sont faites dans la santé, eh bien, c'est intéressant de noter qu'il y a 5 fois plus de recherches qui sont faites sur la dysfonction érectile que sur le syndrome prémenstruel. Donc, encore là, c'est très intéressant. Il y a aussi un dernier exemple sur le monde d'hommes qui fait que les femmes sont tassées. Puis je le répète, c'est pas parce que les gens sont de mauvaise foi, c'est qu'on est dans un système qui a été bâti comme ça. Mais c'est les mannequins pour faire des tests pour les voitures, pour les accidents des voitures. Le mannequin typique, c'est le mannequin pour un homme et c'est un mannequin qui représente le 57e percentile des hommes. Donc, 50% des hommes sont plus grands et 50% des hommes sont plus petits, donc ça nous donne un homme un peu moyen. Et il a fallu attendre à 1980 avant qu'on commence à parler d'avoir un mannequin féminin. Il a fallu attendre ensuite à 2003 pour qu'il y ait un mannequin féminin qui soit mis dans les voitures pour pouvoir faire des tests. Maintenant, je dis ça et là, on peut dire « Ah, ben enfin, on teste pour les femmes », mais le mannequin masculin, il représente 50% du percentile pour les hommes. Le mannequin féminin représente le 5e percentile pour les femmes, c'est-à-dire que 95% des femmes sont plus grosses, plus grandes, plus volumineuses que le mannequin qui est utilisé pour les tests. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que ce mannequin-là est en fait un mannequin masculin réduit. Donc, il n'y a pas de différence entre le mannequin féminin et un enfant de 12 ans. Ça pourrait être un garçon de 12 ans ou une femme de 5e percentile, ça revient au même. Et donc ce qui veut dire que la morphologie, la physiologie de la femme n'est pas du tout prise en considération. Et le troisième point important, et ce mannequin est testé seulement du côté passager. Donc, les femmes ne sont pas testées pour la conduite. Ce qui explique aussi pourquoi les femmes vont avoir plus tendance à être blessées lorsqu'elles sont dans un accident. Maintenant, les hommes sont plus blessés dans les accidents en général parce que les hommes ont plus tendance à avoir des accidents. Mais si vous êtes une femme qui avait un accident, vous allez avoir plus de chances d'avoir des blessures importantes, voire mourir, qu'un homme qui a un accident. Parce que la façon que les tests ont été faits n'ont pas pris en considération l'existence des femmes et les particularités des femmes. Ça, c'est pour les femmes en général. Maintenant, parlons même pas des femmes enceintes, parce que si le modèle féminin est en fait un homme réduit, comment est-ce qu'on fait pour tester pour une madame qui a un bébé dans son ventre? Bien, on n'a absolument rien dans les mannequins pour pouvoir faire ce genre de test-là. C'est la même chose pour... Puis, je le dis, c'est pas la mauvaise foi, par exemple, parce qu'un des problèmes, c'est que les scientifiques qui font ce genre de travail-là sont majoritairement des hommes, sont majoritairement, on va le dire, des hommes blancs. Donc, quand ils font les recherches, ils partent de leurs propres présupposés, ils partent de leur propre expérience et ils font de leur mieux. Ils intègrent souvent des réflexions sur comment ils pensent que les femmes vont être, comment ils pensent que les femmes vont agir, mais ils partent quand même de leur propre expérience et l'absence de femmes dans ces domaines-là explique en partie ces problèmes-là. Ce qui explique aussi pourquoi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un outil de reconnaissance vocale dans votre voiture, dans votre maison, de lui parler, puis votre outil ne vous comprend pas, et là, votre conjoint, votre frère, votre père utilise la même commande vocale et réussit du premier coup. Eh bien, c'est parce que les outils de commande vocale, encore là, ont été conçus par des hommes, testés par des hommes, et bien, donc, qui fonctionnent mieux avec une voix qui est plus basse, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas pour les femmes, mais va avoir un taux d'efficacité plus élevé pour les hommes.
Donc, tout ça, c'est l'absence de femmes dans ces milieux-là, c'est le sexisme systémique qui est là depuis des générations, qui est historique. Et pour compenser, on peut penser à un outil comme l'ADS+, donc l'analyse différenciée selon le sexe. Et le plus, c'est parce que, oui, le sexe est un indicateur qui est intéressant et qui est pertinent, mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent nous amener à élargir notre analyse, à mieux comprendre les effets, mais aussi à voir les effets différenciés, non seulement si on est un homme ou une femme, mais la différence si on est une femme racisée versus une femme blanche, une personne qui a un handicap versus qui n'a pas d'handicap, donc de prendre en considération les différents types de personnes. Ce type de données-là, différenciées selon le sexe, est super important. Si on prend l'exemple, par exemple, du décrochage scolaire, les hommes décrochent majoritairement plus que les femmes, mais ils ne décrochent pas pour les mêmes raisons. Donc, si on fait juste un sondage auprès de l'ensemble des étudiants qui décrochent et on prend les raisons qui sont principales, il va y avoir le manque d'intérêt, il va y avoir la possibilité de travailler et de faire beaucoup d'argent, et peut-être dans les dernières réponses, il va y avoir besoin de s'occuper de sa famille, raisons personnelles. Par contre, si on décide de faire ces questions-là, puis on les divise par sexe, on va découvrir que les garçons décrochent pour des raisons, notamment aller travailler, manque d'intérêt, et que les filles vont beaucoup décrocher pour des raisons familiales. Par exemple, quand elles ont des enfants, c'est beaucoup plus difficile, donc ils vont décrocher majoritairement. Donc, quand on parle de décrochage scolaire et quand on fait des programmes pour le décrochage scolaire, oublier qu'entre les hommes et les femmes, il y a des différences importantes sur les raisons qui motivent le décrochage, va faire qu'on va laisser de côté les femmes et leur motivation et qu'on va avoir la misère à les rattraper. Ce qui est intéressant, une chose qui est la définition officielle de l'analyse différenciée selon les sexes, c'est que c'est un processus d'analyse favorisant l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes par l'entremise des orientations et des actions des instances décisionnelles de la société sur le plan local, régional et national, et qu'on doit utiliser cette méthode-là lorsque des hommes et des femmes sont concernés par le projet, directement ou indirectement, lorsque des enjeux d'égalité entre les sexes se posent. Donc, qu'on doit utiliser cette analyse-là lorsque applicable. Mais en même temps, on peut se poser la question, quand est-ce que ce n'est pas applicable? Quand est-ce qu'un programme, quand est-ce qu'une mesure, quand est-ce qu'une loi ne va pas affecter les hommes et les femmes, étant donné que les hommes et les femmes composent la moitié de la population? Par exemple, quand on construit un immeuble et qu'on doit décider comment on gère les salles de bain, est-ce qu'on doit faire une analyse différenciée selon les sexes? C'est juste une salle de bain, on donne l'espace similaire aux hommes et aux femmes. Mais en fait, on oublie que les hommes et les femmes n'utilisent pas la salle de bain de la même manière. Les femmes vont avoir tendance plus à être accompagnées de jeunes enfants ou d'accompagner des personnes âgées, et que les hommes peuvent avoir des urinoirs où on n'a pas besoin d'ouvrir une porte, on n'a pas besoin de baisser ses pantalons, on n'a pas besoin de faire des manipulations bien compliquées. Donc, de ne pas faire d'analyse différenciée selon les sexes quand on construit les salles de bain, ça explique entre autres pourquoi il y a de longues files devant les salles de bain des filles et les garçons réussissent à passer beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, l'analyse différenciée selon les sexes devrait être une méthode d'analyse pour à peu près tous les programmes, toutes les lois, toutes les mesures qu'on met en place, parce qu'il y a des effets, et si on n'a pas encore idée quels sont ces effets-là, le moindre qu'on peut faire, c'est la moindre des choses, c'est de pouvoir faire cette analyse-là et découvrir finalement qu'il y a peut-être des aspects qu'on a complètement oubliés. Maintenant, parlons de crise, parce que c'est un peu l'objet de cette présentation, de comparer les effets des crises sur les femmes. Une crise, c'est quoi? C'est un moment d'extrême tension, de paroxysme, de conflit, de changement intervenant lorsque les régulations et rétroactions des systèmes politiques et géopolitiques ne suffisent plus ou ne jouent plus. Donc, c'est une crise, c'est un dérèglement, c'est une situation de tension importante. Mais ce qui est intéressant de prendre en considération, c'est que les crises sont définies en fonction du statu quo. Donc, différentes difficultés qui sont vécues dans la société ne seront pas des crises si ces difficultés-là ont toujours existé. Pour arriver à une crise, il faut briser le statu quo. Par exemple, si on pense à la situation des Noirs aux États-Unis,
il n'y a pas de crise dans le fait qu'ils vivent avec une violence accrue de la part des policiers, du fait qu'ils ont de la misère à se trouver des emplois, qui sont surreprésentés dans les prisons. Ce n'est pas une crise, ce sont des difficultés importantes, mais pour qu'il y ait une crise, il faut qu'il y ait vraiment un renversement, il faut vraiment qu'il y ait un moment, un basculement pour changer le statu quo. Donc, les manifestations, par exemple, qui ont lieu aux États-Unis, ça peut être une crise, étant donné qu'on a ce changement-là. On peut penser aussi à la crise des subprimes aux États-Unis encore. Ce n'était pas que des gens perdent leur maison. Il y a toujours eu des gens qui ont perdu leur maison aux États-Unis, mais c'est le fait que ce soit des personnes qui, statistiquement, ne perdaient pas leur maison. C'est là qu'il y a eu une crise. C'était un basculement, c'était un changement du statu quo. Donc, c'est intéressant de se poser la question de quand est-ce que c'est une crise et quel était ce statu quo-là qu'on avait. Est-ce que le statu quo qu'on avait était vivable? Est-ce qu'il n'y avait pas des gros problèmes là aussi? Est-ce qu'on ne devrait pas ne devrait-on pas penser parfois qu'on est en crise alors que les difficultés qu'on a sont historiques et durent longtemps? Un instant, pardon. Un de ces exemples-là, c'est la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires. On peut voir que historiquement, les femmes ont toujours été dans des emplois à bas salaire, dans des emplois qui sont précaires, sauf que ça, c'est un signe d'une situation économique normale. Donc, même si c'est historique, même si c'est grave, même si c'est important, le fait qu'on sous-paye les femmes n'est pas considéré comme un élément de crise. Ça fait partie plutôt du statu quo. Donc, il faut avoir un basculement pour qu'on considère ça comme une crise. Donc, c'est important de connaître le point de départ et ses problèmes pour ensuite comprendre les crises et ses effets. Donc, maintenant, on a défini un peu le sexisme systémique, on a parlé des biais inconscients et de l'importance d'utiliser l'analyse différenciée selon les sexes et une notion générale de c'est quoi une crise. Maintenant, on va parler un peu des effets des crises économiques. Donc, mieux vaut être riche dans la vie parce que les crises économiques frappent de plein fouet les personnes qui sont plus précaires. Et dans le passé, dans les dernières années, en fait, dans le dernier siècle, on a vu plusieurs crises économiques importantes. On pense à la Grande Dépression des années 1930, les chocs pétroliers dans les années 1970, l'effondrement de la bulle Internet, la crise du subprime et la crise qu'on vit maintenant du confinement qui s'accompagne d'une crise économique et une crise économique qui est à venir. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir à partir de ces différentes crises? Il y a plusieurs éléments qui traversent ces crises-là. Il y en a un, c'est le biais du pourvoyeur masculin. Donc, que quand arrive une crise économique, bon, les hommes et les femmes, mais particulièrement les hommes, généralement perdent leur emploi. Et le premier réflexe, c'est de protéger les emplois masculins parce qu'on a cette impression-là qui est entre autres basée sur la réalité. Les hommes sont mieux payés, donc il faut protéger les emplois bien payés pour permettre à la société de continuer, la consommation de continuer. On a aussi, dans l'histoire des crises économiques, tendance à utiliser les femmes comme filet social à la maison et au travail. Donc, se permettre de surcharger les femmes au travail et se dire que l'État peut se libérer de certaines de ses responsabilités parce que les femmes à la maison vont prendre en charge le soutien émotionnel, le travail domestique, etc. Donc, il y a cette tendance-là de protéger les hommes au travail et de délester le trop-plein sur les femmes, que ce soit à la maison ou au travail. Et quand arrive le moment de promouvoir la relance économique, ben, on va mettre l'accent sur les infrastructures physiques plutôt que sociales. Donc, ça, on voit ça aussi dans l'austérité, mais tout simplement dans les programmes d'investissement, ben, ça va être construire des routes, construire des ponts, construire des infrastructures, investir dans les ressources naturelles. C'est très rare qu'on parle de mettre de l'argent dans les services publics ou mettre de l'argent dans le care en général quand on parle de reprise économique. Les emplois
publics qui sont souvent vus comme des emplois qui sont moins légitimes que les emplois de l'entreprise privée. Et les femmes, bien sûr, se retrouvent plus dans le système public. On verra ça aussi un peu tantôt. Mais le grand oubli quand on parle de ça, le grand oubli quand on parle des infrastructures physiques, et même quand on parle des infrastructures sociales, c'est que quand on a une crise économique, je l'ai dit tantôt, on a un délestage sur les femmes et ça fait que le travail invisible est encore plus invisibilisé. Et là, j'ai un graphique ici sur le temps de travail non rémunéré pour les pays de l'OCDE en 2011, mais en 2011 ou en 2020, la situation est la même. Ce sont les femmes qui font la majeure partie du travail invisible. Et si on a une crise économique, si les gens perdent leur travail, bien, le travail invisible, le travail domestique, le travail du soin des autres, lui, ne disparaît pas. Il continue à être majoritairement sur le dos des femmes. Donc, c'est quand même important de garder ça en tête. C'est quand même important de se rappeler qu'il existe cette charge-là. Et quand on parle de crise économique, quand on parle de reprise, on parle juste de comment on partage le travail. Ne pas oublier qu'il existe aussi cette charge importante sur les femmes. Quand on regarde l'austérité, quand on parle de couper dans les services publics, il y a deux éléments qui sont importants à garder en tête. C'est oui, la majorité de la main-d'œuvre est féminine, comme par exemple ici, on voit la main-d'œuvre en santé, c'est 80% de femmes et à peu près 20% d'hommes. Sauf que c'est également les femmes qui sont le plus celles qui vont utiliser les services publics. Donc, quand on coupe dans les services publics, bien, on coupe dans les emplois féminins, mais aussi on alourdit la tâche des femmes. Par exemple, on peut voir que les femmes vont avoir plus tendance à consulter des médecins dans la dernière année que les hommes. Donc, les femmes, et aussi, ce sont les femmes généralement qui amènent les enfants à voir le médecin. Donc, on alourdit leur tâche. Même chose en éducation, à peu près 70% de la main-d'œuvre en éducation est féminine, mais ce sont aussi les femmes à 70% qui s'occupent du parcours scolaire de leurs enfants. Donc, si on décide de couper dans l'éducation, on coupe dans les emplois féminins et on alourdit la tâche des femmes. Les statistiques sont relativement les mêmes aussi pour les aidants naturels, qui sont... en fait, quand on regarde les chiffres, c'est plutôt étonnant de voir que c'est plutôt 50-50 pour le nombre de personnes qui sont des aidants naturels, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Là où se trouve la différence, c'est le nombre d'heures investies dans le soin des autres, mais également le type de tâche. Donc, les hommes vont avoir tendance à à faire des commissions, à aider les personnes dans leur déplacement, mais les femmes des soins qui sont aussi plus exigeants en matière émotionnelle, mais aussi physique, de soins difficiles. Bref, il y a une double charge sur les femmes au travail parce qu'il y a des pertes d'emploi, mais aussi alourdissement de tâches à la maison à cause d'un déplacement de service. En 2017, on a fait 2018. En 2018, à l'IRIS, on a fait une étude sur l'impact de l'austérité sur les femmes et les hommes. Puis ce qu'on a vu, c'est exactement ça. Ce qu'on a vu, c'est que pour ce qui est de la relance, on prenait tous les montants que le gouvernement annonçait dans la relance et qu'on regardait si ça l'affectait plus les hommes ou les femmes, bien la relance était grandement majoritairement pour les hommes, alors que si on regardait l'austérité et où l'argent était coupé, donc soit en termes d'emploi, soit en termes de services, c'était majoritairement les femmes qui écopaient. Donc les hommes à qui on donne beaucoup d'argent pour la relance et les femmes qui perdent beaucoup pendant l'austérité, ce qui donne un écart qui est très important entre les deux. On a également fait, pendant la même période, en 2018, il me semble, on a également fait un observatoire pour regarder l'argent qui avait été coupé dans quel secteur. Puis, c'est sans que ce soit exhaustif, l'argent qu'on a recensé, ça tournait autour de 4 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Et dans des secteurs qui sont plutôt féminins, comme l'éducation primaire et secondaire, le développement régional et en santé et en services sociaux, où c'était plus de 2 milliards qui a été coupé. Donc, c'est important d'avoir un regard genré sur la crise et sa sortie.
Parce que c'est vrai que les programmes qui sont mis en place ne visent pas les hommes, ne visent pas les femmes, ne sont pas sexistes en soi de façon évidente. Mais quand on regarde comment les programmes sont structurés, quand on regarde qui est visé et qui est affecté par les mesures, bien, on voit clairement que même si on ne vise pas les femmes, on ne vise pas les hommes de façon évidente ou nommée, c'est ça qui se passe quand même. C'est une recherche qu'on a faite et on a vu ce type d'analyse-là se répercuter à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du Québec, du Canada ou à l'international, comment l'OCIT a affecté les femmes de façon plus marquée. Tous les analystes s'entendaient pour dire, les gouvernements ne visaient pas les femmes, mais les ont touchées. Donc, maintenant qu'on le sait, on demande que les gouvernements prennent ça en considération, prennent les données qui sont disponibles et fassent les analyses en conséquence pour éviter qu'à la prochaine fois arrive la même chose. Bien entendu, ce n'est pas la première fois que des chercheurs invitent les gouvernements à utiliser des données de façon intelligente, mais on se retrouve à être dans un cercle vicieux où on revient toujours au même parce que les gouvernements se défendent de viser les femmes, donc ne voient pas l'intérêt de changer la façon de faire. Maintenant, on va passer à la crise de pandémie, ce que la pandémie nous a appris. La première chose dont on peut parler, c'est l'effet sur le travail. Avant la pandémie, on a vu une belle évolution du travail pour les femmes, particulièrement le taux d'emploi des mères de jeunes enfants. Donc, ici, on a le graphique de l'évolution du taux d'emploi des femmes de 1996 à 2019. Le titre du graphique est trompeur, parce que j'ai refait le graphique pour vous et je l'ai commencé à 96 jusqu'en 2019. Et la raison pour laquelle on commence en 1996, c'est la mise en place des services de garde publics, ainsi que les congés de maternité, puis de paternité et de parentalité. Puis on voit que la ligne rouge, c'est le Québec. Et la ligne rouge commence au début du graphique pas mal en bon dernier pour les juridictions qu'on a regardées, c'est-à-dire le Canada, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Mais à la suite de ces politiques familiales-là, on a vu que le taux d'emploi pour les femmes avec des jeunes enfants a monté de façon importante jusqu'à ce que le Québec soit le champion canadien de l'emploi pour les mères de jeunes enfants. Donc, il y a une évolution qui est bonne, qui est importante. On peut même regarder une étude qui a été faite par la RBC. Et là, si on regarde la date, l'étude est sortie le 2 mars 2020. Donc, le 2 mars 2020, la RBC nous annonce que les femmes canadiennes sont en train de récolter les succès de leur présence sur le marché du travail et qu'on n'a jamais eu un aussi bon taux d'emploi pour les femmes, que ce soit les femmes de 25 à 54 ans ou les femmes de 55 ans et plus. Donc, bravo les femmes, tout va bien. Ça, c'est le 2 mars 2020. Puis, 2 semaines plus tard, arrive la pandémie et on se retrouve à... Oh, attendez, là, j'ai comme un texte de trop en plein milieu de mon image. Ce sera pas très long, je vais juste l'enlever, si je suis capable. OK. Voilà. Donc, vous avez mon graphique maintenant? Parfait. Donc, après ça arrive, ça c'était en mars, et là, après ça, on a une nouvelle étude encore de la RBC qui sort le 16 juillet 2020 et qui dit en avril, donc 3 semaines après, qui nous a dit « Tout va bien pour les femmes, c'est extraordinaire », ils nous disent que la participation des femmes au marché du travail a descendu de 55 % et a descendu à 55 % et c'était le plus bas depuis le milieu des années 1980. Donc, on est passé d'un taux record à une drop record, le plus grand recul de l'histoire. Et on s'entend que ce grand recul a été relativement momentané. Mais ces gens-là ont perdu, les femmes, comme les hommes, mais les femmes ont perdu leur emploi en grand nombre pendant la pandémie, mais ces emplois-là ont été perdus pour certaines de manière temporaire.
Cela dit que ces emplois-là aient été perdus seulement de façon temporaire pour certaines, ne veut pas dire que le retour à la normale va se faire très bien et on estime que ça va être encore plusieurs années pour pouvoir retrouver le même taux d'emploi que celui que les femmes avaient avant la pandémie. Fait qu'on ne parle pas de progression, mais pour simplement se retrouver à l'étape de mars 2020, il va falloir attendre plusieurs années, puis après ça, on va pouvoir recommencer à augmenter le taux d'emploi en espérant un jour arriver à la parité avec les hommes. Puis, depuis ce temps-là, une autre chose qui est importante à noter, les femmes ont perdu leur emploi de façon plus importante que les hommes, mais les hommes ont également retrouvé leurs heures de travail de façon plus rapide que les femmes. Donc, les femmes perdent plus leur emploi et les hommes retrouvent plus facilement leur emploi. Alors, on se retrouve un peu comme dans la situation de l'austérité libérale, une perte à deux niveaux, perte d'emploi et non-gain d'emploi lorsque vient le temps de retrouver du travail. Maintenant, les pertes d'emploi des femmes ne sont pas surprenantes puisque les femmes se retrouvent généralement dans des secteurs qui sont hautement... Les femmes se retrouvent dans des emplois qui ont été frappés très dur par la pandémie. On peut regarder ici, on a une liste des secteurs où il y a eu des grandes pertes. Les 5 emplois qui ont le plus perdu, les 5 industries où il y a eu des grandes pertes d'emplois, eh bien, il y a la nourriture, il y a le commerce de détail, le commerce, l'industrie manufacturière, l'industrie de construction et la santé. Sur ces 5 secteurs, 3 sont majoritairement des femmes qui travaillent dans ces industries-là et les pertes ont été super importantes dans 2 de ces secteurs-là qui emploient beaucoup de personnes. Mais au-delà du fait que ces secteurs-là ont été touchés par la pandémie, il faut aussi se rappeler que les femmes se retrouvent souvent dans des emplois qui sont plus précaires, donc des emplois qui sont plus faciles à délester. Si on prend une cuisine, par exemple, la serveuse qui travaille à temps partiel a plus de chances de perdre son emploi que le gérant, que le chef cuisinier, que des emplois qui sont un peu plus prestigieux et un peu mieux payés avec des meilleures conditions de travail. Et quand arrive le temps d'une certaine reprise, ce n'est pas les emplois les plus précaires qu'on va chercher en premier. C'est aussi sur les femmes que tombent généralement les responsabilités des enfants quand ils sont à la maison. Donc, la pandémie a eu un impact sur le travail, mais aussi un impact sur la charge familiale, la charge mentale. Et comme les femmes, statistiquement, gagnent moins que leurs conjoints et qu'on a besoin d'une certaine stabilité économique, ça arrive souvent que le calcul économique est fait et que les femmes vont choisir dans leur dynamique familiale, ils vont choisir qu'ils vont rester à la maison pour s'occuper de cette charge familiale-là pendant que le conjoint continue à travailler et à gagner sa vie. Donc, ça explique aussi pourquoi c'est plus facile pour les hommes de retrouver des heures de travail alors que les femmes se retrouvent à la maison avec cette charge excédentaire. Paradoxalement, les femmes sont celles qui ont le plus perdu leur emploi pendant la pandémie, mais ce sont aussi elles qui ont été en première ligne, que ce soit pour les emplois comme dans les travailleuses d'épicerie, les commis d'épicerie, que ce soit les infirmières et préposées aux bénéficiaires. Donc, dans les domaines les plus vitaux, ce sont les femmes qui sont trouvées en première ligne. Et le Devoir a fait un exercice super intéressant de regarder tous les emplois et les mettre dans un tableau pour voir quels emplois sont le plus à risque pendant une pandémie. Donc, sur 2 axes, les 2 facteurs qu'ils ont regardés, c'est la proximité avec les gens et l'exposition aux maladies. Fait que si on prend, par exemple, un chercheur, une chercheuse en COVID, en maladie infectieuse, cette personne-là va avoir une proximité avec les maladies, mais pas nécessairement une proximité avec les gens. Ou si on prend, par exemple, une enseignante, une enseignante va être très proche des gens et aussi très proche des gens qui pourraient avoir des bactéries. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le résultat est très clair. La première étape, c'est de regarder pour les hommes. Alors, pour les hommes, on a mis en orange les cercles qui représentent les hommes, puis le carré bleu qui est en haut, c'est la zone qui est le plus à risque. C'est les gens qui sont le plus exposés à la maladie et qui sont le plus proches physiquement des gens qui peuvent avoir des maladies.
Puis on peut voir qu'il existe certains emplois pour les hommes qui sont à risque, mais la grande majorité des emplois où les hommes se trouvent sont plutôt dans une situation qui n'est pas très dangereuse. Maintenant, regardons ce qui se passe avec les femmes. Avec les femmes, la situation change complètement. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se retrouvent dans le carré bleu. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à avoir des emplois qui sont proches des gens, mais aussi proches des gens qui sont potentiellement malades. Ce qui fait que les femmes ont perdu leur emploi, se retrouvent aux premières lignes et sont également beaucoup plus à risque d'être dans des situations à risque. Maintenant, il y a certains commerces qui ont décidé d'augmenter les salaires des personnes, par exemple, dans les commerces de détail, pour compenser pour le risque et aussi remercier les gens de faire l'effort de venir au travail, etc. Mais ce n'était absolument pas l'ensemble des personnes essentielles qui ont eu des augmentations de salaire temporaires ou permanentes. Et c'était toujours au cas par cas des entreprises privées qui décident d'y aller d'une certaine amélioration ou le gouvernement qui met en place des bonus temporaires pour certaines catégories qui sont très spécifiques. Mais pour ce qui est des bonus, particulièrement les bonus dans l'entreprise privée, ça a été des bonus qui ont été temporaires et qui n'existent plus maintenant en grande majorité, alors que nous sommes dans une deuxième vague et que la proximité à la maladie est la même, la charge est la même et le côté première ligne reste assez important, mais ce n'était que temporaire pendant que les entreprises privées, comme par exemple des épiceries ou des pharmacies, continuent de faire des profits records dans la situation. Pour ce qui est des personnes qui travaillent en santé, on les a félicitées, on les a remerciées beaucoup, on les a traitées d'anges gardiens, mais en même temps, on leur a interdit de prendre des congés, on leur a interdit de prendre des vacances, on leur a interdit ou on a limité fortement leur capacité de travailler à temps partiel. Et on a un peu encadré ce discours-là en disant que si on veut faire sa part comme il faut, si on ne veut pas être égoïste, il faut vraiment faire des sacrifices et c'est le genre de sacrifice qu'on va demander aux personnes qui travaillent dans la santé, d'aider le bien commun, de participer à l'effort. Mais en même temps, c'est un poids énorme sur les personnes à qui on demande de travailler très fort. Et c'est le défi aussi dans la façon de présenter le travail féminin, qui est souvent un travail qui est présenté comme une vocation, qui retourne les métiers féminins à l'instinct maternel inné. Et donc, on n'a pas besoin de reconnaître de la même manière, on n'a pas besoin de reconnaître financièrement ou une simple tape dans le dos quand c'est un instinct maternel qu'on veut féliciter ou une vocation qu'on veut reconnaître. On n'a pas besoin de beaucoup plus que ça, alors qu'un emploi qui est plus formel, on comprend qu'on a besoin de mieux reconnaître le travail. Donc, le confinement, ça a été, puis je l'ai mentionné tantôt aussi, une charge mentale, une charge familiale qui a été augmentée, une très difficile conciliation travail, famille, éducation pour les gens qui ont des enfants. Et on a fait un sondage au Canada sur le pourcentage on a demandé en fait aux pères et aux mères si les pères en faisaient plus à la maison. Donc, ça, c'est le résultat de ce sondage-là que je vous présente. Et en rouge, on voit ce que les pères disent. Est-ce que vous en faites plus à la maison? Les pères répondent à 40 % oui. Donc, déjà là, moi, je trouve ça un peu perturbant de penser qu'il y a juste 40 % des pères qui trouvent qu'ils en font plus à la maison en temps de confinement. Mais bon, c'est ça qu'on a comme chiffre. Et quand on demande aux mères, est-ce que les hommes en font plus à la maison? On voit que le pourcentage est beaucoup plus bas. Donc, il y a un problème de perception sur les tâches domestiques qui sont partagées. Les femmes en font plus et les hommes ont cette impression-là d'en faire plus, mais qui n'est pas nécessairement reconnue par les femmes et qui s'explique en partie pour une raison que je trouve intéressante, c'est que pendant le confinement, la charge totale a beaucoup augmenté. Par exemple, si vous êtes confiné à la maison avec vos enfants, avant, peut-être que vous vous occupiez d'exactement 0 dîner pendant la semaine. Du lundi au vendredi, votre enfant mange à l'école, où il prépare un petit lunch, puis il s'en va avec sa sandwich. Puis vous mangez vos restes, puis ou vous mangez au restaurant, il n'y a pas de problème. Arrive le confinement, bien là, il y a 5 dîners qui doivent être préparés pour les enfants et pour vous. Vous êtes à la maison, donc vous n'allez peut-être pas vous faire une sandwich, vous allez peut-être préparer un vrai repas. Donc, il y a beaucoup plus de repas qui se prennent à la maison. Si votre conjoint fait 2 repas de plus,
c'est fantastique, mais il y en a 5 de plus qui viennent de se rajouter à la maison. Donc, vous en faites quand même beaucoup plus parce que la charge totale a augmenté. Fait que même si lui augmente légèrement, la charge a tellement augmenté que c'est beaucoup plus de travail qui est demandé. Donc, les femmes en font beaucoup plus, les hommes en font un peu plus, donc ça fait un mince avantage au final. Sans surprise aussi, si on regarde le taux de publication dans des articles scientifiques, bien, les femmes publient moins en temps de pandémie et les hommes publient un petit peu plus si on compare avec la même période que l'an dernier. Donc, ça explique aussi cette charge mentale, charge familiale, qui est beaucoup plus difficile de travailler, beaucoup plus difficile aussi de réfléchir, d'avoir l'espace pour pouvoir faire du travail sérieux. Le confinement, le stress et l'isolement ont aussi des impacts sur la violence conjugale. Une femme sur 10, c'est quand même beaucoup, là. Une femme sur 10 a peur de vivre avec la violence en raison de la pandémie. C'est au Canada. Et c'est démontré qu'en temps de crise, la violence conjugale est augmentée, que ça exacerbe les situations difficiles. Mais c'est quand même une donnée qui est importante de se rappeler. Au Canada, une femme sur 10, puis je regarde le nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui, ça voudrait dire beaucoup de femmes présentement qui vivent avec cette peur de vivre avec la violence conjugale. Un élément qui est intéressant aussi avec le confinement où on travaille de la maison, puis qu'encore là, on s'imagine que tout le monde est égal, homme comme femme, la réalité est la même. Eh bien, les études prouvent que quand les femmes travaillent à la maison, elles ont tendance à s'occuper plus des enfants, donc d'augmenter leurs tâches domestiques, alors que quand les hommes travaillent à la maison, ils ont tendance à faire plus d'heures supplémentaires. Et ça, c'est une recherche qui a été faite avant le confinement, mais je pense que si on regardait la situation pendant le confinement, on trouverait sûrement des données qui sont assez similaires, où le rapport des femmes à travailler à la maison n'est pas le même que le rapport des hommes. Maintenant, je voudrais vous montrer un exemple international qui ne parle pas de travail, qui ne parle pas de tâches domestiques, mais qui parle quand même des perceptions qu'on peut avoir des hommes et des femmes. C'est un exemple international, on parle du gouvernement de la Malaisie, c'est une société qui est complètement différente de la nôtre, mais il reste qui montre un peu comment, en temps de pandémie, ça vient chercher quelque chose, ça vient exacerber certaines tensions qu'il peut y avoir dans la société. Il y a un certain sexisme systémique, un certain biais inconscient, mais celui-ci est presque un peu trop conscient. Donc, le gouvernement de la Malaisie a fait une campagne qui s'adressait spécifiquement aux femmes pendant le confinement. Et il nous disait majoritairement 3 choses. La première, c'est il faut éviter de harceler son mari. Donc, don't nag your husband. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il faut éviter d'être sarcastique quand on demande de l'aide dans les tâches ménagères. Quand même, laissez votre chum un peu tranquille ou demandez gentiment, mais soyez pas trop sarcastique. Et la dernière chose, c'est que même si vous restez à la maison, n'oubliez pas de vous maquiller et de vous habiller bien pour être plaisante au regard à la maison, ainsi que dans vos réunions virtuelles. Je vous rassure, même si c'est la Malaisie puis une autre société puis d'autres valeurs, il reste qu'il y a beaucoup de personnes en Malaisie qui sont indignées et qui ont dit que ça n'a pas beaucoup d'allure. Et le gouvernement s'est excusé et a été obligé de retirer les publicités. Reste qu'on voit que les perceptions de la société qu'on a des femmes, les perceptions qu'on renvoie aux femmes, il reste que le gouvernement, que des personnes qui travaillent dans le gouvernement se sont dit que c'était le genre de choses qu'on pouvait renvoyer aux femmes et que même si au Canada, on n'a pas eu exactement ces publicités-là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont senti la pression d'être... de faire attention à comment elles se présentent même à la maison, qui ont eu la pression de faire des compromis encore plus avec leur conjoint, d'avoir une pression à représenter un modèle féminin en temps de confinement, tout comme au travail. Et la maladie, si on parle strictement de la maladie, là, on a parlé un peu des effets de la pandémie, mais quels sont les effets de la maladie elle-même sur les femmes? Mais les femmes sont plus touchées. Environ 60% des cas aux femmes, environ 60% des cas au Québec sont des femmes. Ça représente juste, ça c'est juste en divisant les hommes et les femmes. Maintenant, si on faisait un ADS+, et on prenait la composition raciale pour regarder encore plus, on verrait que les femmes noires sont surreprésentées dans les personnes qui ont été touchées.
les personnes qui sont pauvres, les personnes qui vivent dans les petits logements, ils vont avoir des risques accrus pour ce qui est de la pandémie. Et une chose qui est particulière au Canada et qui ne se voit pas dans les autres pays, c'est que les femmes vont plus mourir de la COVID. Ailleurs, c'est les hommes qui meurent en plus grand nombre de la COVID, mais au Canada, il y a une surmortalité des femmes. On parle de 56% des morts. Mes chiffres ne fonctionnent pas, mais la surmortalité des femmes, c'est de 56% et la surmortalité des hommes est de 50%. Donc, si on fait juste regarder le nombre de personnes qui meurent dans la même période, la surmortalité des femmes était plus élevée que celle des hommes pendant la période la plus forte de la pandémie. Ça s'explique peut-être en partie parce que les femmes sont plus vieilles, les femmes vieillissent et vivent plus longtemps. Elles sont plus dans des centres de personnes âgées, mais elles sont aussi plus vulnérables, plus pauvres, plus précaires. Donc, ça pourrait peut-être expliquer. En même temps, les femmes vieillissent beaucoup dans d'autres pays aussi. Donc, pourquoi le Canada et le Québec plus que d'autres pays, ça reste à voir. Maintenant, est-ce que cette pandémie-là, elle est spéciale? On peut regarder d'autres pandémies, d'autres crises sanitaires pour voir qu'il y a des leçons du passé qu'on a l'air de ne pas être en mesure d'apprendre. Par exemple, on a vu de façon très évidente pendant la grippe espagnole que la distanciation sociale était efficace pour nous protéger de la maladie et pourtant, ça nous a pris... C'est encore très difficile, c'est encore loin d'être acquis pour nous que la distanciation sociale doit être établie. On a encore la misère à arrêter de voir les gens autour de nous parce qu'on voit encore beaucoup de rassemblements, peut-être de moins en moins ces temps-ci, mais quand même, ça a été difficile à faire accepter. On sait aussi, avec les pandémies du passé, que la pauvreté et le racisme sont des facteurs aggravants aux maladies. Et ça aussi, on a l'impression que ça a été vraiment très, très long avant qu'on essaie de cibler certains quartiers ou certaines populations pour essayer de faire des tests, aider dans le contrôle de la pandémie, etc. Et une autre chose que je tiens à dire par rapport aux crises du passé, c'est que les changements arrivent quand on se fâche. Dans les dernières grandes pandémies, il y a eu des bouleversements sociaux quand même assez importants. Bon, la grippe espagnole a ça de spécial qu'elle se passe à la fin de la Première Guerre mondiale puis à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'est particulier. Mais si on regarde des pandémies de choléra ou des pandémies de peste ou des pandémies du passé, on voit qu'il y a eu un changement, il y a eu des bouleversements qui sont importants lorsque les personnes les plus affectées, donc généralement les personnes les plus pauvres et les plus précaires, se sont rassemblées pour exiger des changements dans la façon qu'on gère les crises sanitaires, pour exiger des égouts, pour exiger de l'eau potable, pour exiger un meilleur partage des ressources pour des hôpitaux qui sont mieux aérés, etc. Mais ça n'arrive pas magiquement, ça arrive quand on se fâche puis qu'on s'unit tous ensemble pour exiger des changements. Maintenant, la dernière partie de ma présentation est sur la crise environnementale. Donc, c'est un peu ce qu'il faut garder en tête avec cette crise environnementale qui s'en vient. Maintenant, c'est une crise d'une nature qui est différente, entre autres parce qu'on la voit venir. On est un peu dans cette crise environnementale-là, mais on sait surtout qu'il y a un mur vers lequel on avance dangereusement vite. Fait qu'on la voit venir. Donc, ça nous amène à aborder cette crise-là d'une manière différente. Donc, on voit le mur venir, mais en même temps, c'est difficile d'agir pour régler le problème parce que même si on sait que cette crise s'en vient là, on n'est pas exactement dedans. Fait que c'est faire de la prévention. Puis faire de la prévention, c'est toujours quelque chose qui est très difficile. Mais en même temps, la pandémie nous a montré qu'on pouvait agir collectivement de façon radicale quand on sentait le besoin, d'être capable d'arrêter l'économie, de prendre des mesures qu'on trouve difficiles pour essayer de rendre la situation meilleure. Fait que peut-être qu'on va être en mesure de faire des mesures pareilles pour l'environnement, mais je dois dire qu'avec les conspirationnistes qu'on voit émerger un peu partout, des fois, j'ai des doutes qu'on va réussir à y arriver. Donc, le graphique ici, c'est nous montrer un peu la trajectoire dans laquelle on s'en va et le point qui est un peu un boom nous parle du dépassement du budget carbone, donc le dépassement de notre capacité le dépassement de ce qu'on est capable de faire comme émission de gaz carbonique. Et on voit que la trajectoire nous amène à un dépassement inévitable avant 2040 et même que ça pourrait s'accélérer dans les années à venir.
Evelyne, excuse-moi, Oui. je ne veux pas je veux pas te couper, mais je te coupe. Il resterait peut-être un 5 minutes à la présentation pour permettre les OK. échanges après. Merci. OK, OK. OK, donc on s'en va avoir un mur, ça va pas bien et tout. Voilà. Euh, Il y a quelque chose qui est intéressant qu'on a fait, c'est qu'on a vu on sait que présentement, il y a une distinction entre entre les partis politiques sur la conception de la crise climatique, mais ça, c'est pas quelque chose qui est là depuis toujours. C'est quelque chose qui est relativement récent, où il y a eu un gros lobbying pour faire croire que le réchauffement climatique, les changements climatiques étaient une théorie et non pas quelque chose d'inévitable. Et ce travail-là de transformer un enjeu universel en un enjeu qui est polarisant a affecté particulièrement les hommes. Ici, on voit le pourcentage de personnes dans les partis politiques au fédéral qui pensent que les changements climatiques sont réels ou causés par des émissions à gaz à effet de serre. Puis on voit que les conservateurs sont beaucoup moins nombreux à penser que les changements climatiques sont réels et qu'on peut agir là-dessus. Et quand on regarde qui vote pour les partis conservateurs, ici on a les pourcentages d'hommes et de femmes qui votent pour les différents partis, bien on voit que les hommes sont surreprésentés dans le Parti conservateur. Et ça, ben, ça fait partie d'une masculinité toxique, une masculinité toxique qui n'est pas universelle, qui ne correspond pas à comment tous les hommes agissent, mais il y a eu une féminisation de la conscience environnementale, une féminisation de prendre soin de la planète, justement, parce qu'on parle de care, le care en santé, le care en éducation. Eh bien, on a décidé que prendre soin de l'environnement, prendre soin de la planète, c'était le même type de care. Donc, faire du recyclage, faire son compost, tendre vers le zéro déchet sont devenus des actions qui sont très féminines. Ce qui fait que beaucoup d'hommes ont des réticences à agir en ce sens-là, certains de façon très ouverte, real men drive big trucks. Mais d'autres personnes de façon plus inconsciente, dans des biais inconscients que la question environnementale, ben moi j'aime ça manger mon gros steak, puis mon gros steak, ça fait partie de ma virilité, puis je suis pas prête à sacrifier cette virilité-là. Et on voit ça aussi justement dans le zéro déchet, puis aussi dans le fait que la conscience environnementale et les gestes qu'on veut poser pour l'environnement se trouvent souvent dans deux catégories. Il y a les gros gestes systémiques ou les gros gestes comme on va changer les emplois polluants pour des emplois non polluants, mais là, ça va être des emplois souvent masculins bien payés qu'on veut transformer en emplois masculins bien payés mais verts. Et après ça, tous les gestes qu'on demande aux personnes de faire de manière individuelle qui tombent sur les épaules des femmes, qui augmentent leur charge familiale et mentale parce que ben, faire son pain, limiter les déchets, s'assurer de faire un menu avec moins de viande et tout, ben, c'est souvent les femmes qui vont prendre ça en charge et ça augmente, ça augmente la charge. Puis une chose qui est les déchets, mais l'industrialisation de la consommation, c'est un peu ça qui a permis aux femmes de faire autre chose que d'être une ménagère. C'est lorsqu'on a un lave-vaisselle qui fait la vaisselle à notre place, puis une laveuse qui fait son lavage, puis du pain tranché qui fait qu'on n'a plus besoin de faire notre pain, qu'on est capable de faire autre chose que juste gérer notre maison. Donc, le zéro déchet, c'est une tendance qui est super intéressante, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a plusieurs présupposés et plusieurs tâches supplémentaires qui peuvent arriver et qui arrivent souvent sur les épaules des femmes. Vous allez sur Instagram pour voir les comptes zéro déchet, c'est grandement, majoritairement des femmes qui s'en occupent. Donc, ben, les changements climatiques affectent majoritairement les femmes. Ce sont les femmes qui vont être le plus affectées par les catastrophes naturelles parce qu'elles sont plus pauvres, parce qu'elles sont plus précaires, parce qu'elles ont la charge des autres, parce qu'elles doivent s'occuper des personnes les plus vulnérables en plus de s'occuper d'elles-mêmes, mais aussi parce que les femmes ont moins tendance à avoir les outils pour être en mesure de survivre. Par exemple, dans certains pays, ben, les femmes n'apprendront pas à nager, n'apprendront pas à grimper, n'apprendront pas à survivre en forêt, etc. Donc, les femmes vont être plus vulnérables quand arrivent des catastrophes naturelles.
Puis, au final, là, on saute très rapidement sur la question de l'environnement, mais quelque chose que je veux vraiment répéter, que je trouve vraiment importante, c'est que quand on parle de changement, quand on parle de transition, quand on parle de comment répondre à la crise climatique, on a souvent en tête transformer les emplois polluants en emplois non polluants. Mais si on veut faire les choses correctement, c'est beaucoup plus large que ça. Il faut penser aussi aux rapports sociaux. Il faut penser à l'effet de ces transformations-là sur les rapports sociaux. Et il faut aussi penser à quel genre de société on va vouloir au final. Parce que transformer les industries polluantes en industries qui sont plus écologiquement gentilles, disons, peut nous amener à faire des changements plus importants, des changements structurels. Et si on veut répondre à la crise climatique, il va falloir aller au-delà de ces changements de travail-là. Il va falloir penser à notre occupation de territoire, il va falloir penser aux inégalités, il va falloir penser au travail invisible, il va falloir penser à l'égalité entre les hommes et les femmes, s'assurer, par exemple, qu'on ne fait pas juste prendre des hommes bien payés et les transformer en hommes bien payés, mais prendre des emplois bien payés et élargir cette conception-là pour que plus de personnes soient bien payées et plus de personnes puissent réussir à s'émanciper. Présentement, dans les programmes de lutte au changement climatique, les femmes sont à peu près absente. L'analyse différenciée selon le sexe est à peu près absente. Et ne parlons même pas d'analyse différenciée selon le sexe plus, où on prendrait d'autres composantes. Ce n'est pas là. Mais cette crise-là qu'on voit venir, il faut y répondre collectivement. Puis si on veut y répondre collectivement, il faut qu'on soit en mesure de comprendre que les actions qu'on va poser, même si on ne vise pas spécifiquement d'agir sur des populations avec des caractéristiques spécifiques, on va quand même les atteindre et on va peut-être les atteindre de façon disproportionnée sans faire exprès parce qu'on n'aura pas pris en considération ces caractéristiques-là. Donc, si on veut faire bien les choses, il faut les prendre a priori, il faut les prendre au préalable, il faut les utiliser, ces catégories-là, pour analyser les programmes et s'assurer que les plans de transition, les plans de lutte au changement climatique, de réponse à la crise climatique, prend en considération les femmes et prend en considération les femmes plus que simplement comme travailleuses. Merci. Merci beaucoup, Evelyne, puis désolée de t'avoir... c'est jamais agréable quand on est dans une présentation, ça coupe l'allée. Donc, si vous avez des questions, commentaires, ce serait le temps. Vous pouvez lever la main. Je vais gérer les droits de parole. J'en vois pas d'emblée, mais moi, j'en avais une. Je m'étais dit que je n'allais pas la poser, que j'allais vous laisser la poser. Mais il y a des chiffres qui m'ont fait réagir que tu as présenté, Evelyne, au niveau des femmes atteintes de la COVID. Moi, on m'a toujours, dans ce que j'ai lu, j'ai toujours vu que c'était les femmes étaient plus atteintes de la COVID parce qu'elles occupaient des emplois où elles étaient surreprésentées dans les emplois où les risques étaient plus grands, là, un peu comme ce que le Devoir disait. Sauf qu'on remarque aussi que 80 ans et plus, les femmes sont aussi beaucoup plus atteintes que les hommes. Et là, j'essayais de voir ce qu'ils pouvaient faire qu'à l'âge de 80 ans, on était en tout cas, qu'on était plus près de ça. Je me suis dit que c'était peut-être lié au fait que les femmes vivent plus vieilles, mais il y a probablement là, les explications que tu as données, ça doit être lié aussi à ça, mais je trouvais que la différence était assez marquée quand même là, quand on arrive à 80 ans et plus, la différence entre les hommes et les femmes était assez impressionnante. J'ai pas les chiffres avec moi sur la différence d'âge des hommes et des femmes. Les femmes se vivent plus longtemps. Et si mon souvenir est bon, il y a, je pense que c'est un homme 100 ans pour chaque femme, 100 ans, une femme pour chaque, un homme pour chaque 5 femmes. Ça. Donc, vraiment, c'est un nombre important de femmes qui vieillissent. Donc, je pense qu'il y a une partie de ça. Simplement, il n'y a pas tant de monsieur de 90 ans et plus. L'autre chose à voir, c'est leur distribution, si je me permets de faire comme ça. Étant donné que les femmes ont tendance à vivre, là, je fais l'affirmation un peu, on jase. Étant donné que les femmes ont tendance à vieillir plus longtemps, les hommes vieux ont plus de chances de se retrouver à habiter avec leur conjointe que les femmes vieilles qui ont plus tendance à habiter seules forcément parce que leur conjoint va décéder. Donc, peut-être aussi le fait que cet élément-là fait que les hommes vieux ont plus de chances d'être à l'extérieur d'un foyer de personnes âgées, sont peut-être plus autonomes. C'est une spéculation, c'est une théorie, ça serait intéressant de le faire, ça serait intéressant de regarder un peu plus en détail, mais il y a cet aspect-là qui prend en compte. C'est super intéressant, je continue, parce qu'il n'y a pas de lever, donc on jase. Mais il y a aussi peut-être les femmes vieilles plus vieilles, mais elles sont aussi souvent plus atteintes de maladies. Donc peut-être qu'il y en a plus en CHSLD de femmes qui sont touchées à la première vague des CHSLD. Mais peut-être la deuxième vague va monter les chiffres là, ça a l'air d'être sous contrôle en CHSLD, ça reste comme ça. Mais ça va nous montrer des chiffres différents, mais après, je trouvais ça super intéressant.
Il y a Marie Ferron qui voudrait intervenir. Euh, pourquoi pourquoi c'est nécessaire de travailler à obtenir des gains en conciliation famille, travail, études? Ben, la réalité a changé. Ce qu'on constate, c'est que il y a de plus en ben, là, la réalité a changé. On est revenu un petit peu en arrière aussi, là, parce que je m'en allais dire, il y a de plus en plus de femmes sur le marché du travail, mais on vient de parler toute la journée que les femmes, les femmes sont moins nombreuses sur le marché de l'emploi, mais c'est aussi ce qu'on a abordé aussi, c'est la conciliation qui fait en sorte qu'elles vont peut-être décider de quitter le marché de l'emploi pour s'occuper de leurs enfants ou donc les mesures de conciliation demeurent nécessaires. Il y a eu des transformations des milieux du travail, de l'organisation du travail, mais il y a aussi une transformation au niveau des familles. Donc, il y a la famille nucléaire n'est plus tout à fait la norme. Donc, on a des familles recomposées. On a moins d'enfants, mais les femmes retournent beaucoup plus tôt sur le marché de l'emploi ici au Québec. Donc, il y a quand même une nécessité à répondre à ces besoins-là de conciliation famille-travail, études. On va en parler un petit peu plus tard au niveau de l'étude, mais c'est pas seulement que les personnes, les individus qui doivent s'adapter, mais le milieu de travail aussi doit s'adapter à ces modifications-là qu'il y a eu dans les familles québécoises. Il y avait une plateforme de revendication qui était présente pour la coalition. Il y a une nouvelle plateforme qui a été retravaillée pour répondre et représenter un peu plus les intérêts de chacun des groupes qui sont membres de la coalition, donc les parents étudiants. La proche aidance aussi prend plus de place dans la nouvelle plateforme de revendication, puis on peut vous la présenter par 4 grands axes, qui est la loi cadre en matière de conciliation famille-travail-études, la conciliation famille-travail, famille-études et la proche aidance. La loi cadre, ça a l'air d'être quelque chose de bien gros, une très grosse bébite, mais au fond, la loi cadre, c'est vraiment d'instaurer un dialogue dans les milieux de travail pour être en mesure de savoir quels sont les besoins spécifiques des employés dans ce milieu de travail-là, parce que les individus en soi peuvent avoir des besoins vraiment différents selon la conciliation qu'ils ont à faire. Est-ce qu'ils sont proches aidants? Est-ce qu'ils ont des enfants? Quel âge ont les enfants des employés avec qui nos employés, finalement, si on est employeur. Donc, d'essayer de voir quels sont les besoins des employés. Et aussi, les employeurs n'ont pas les milieux de travail ne sont pas pareils d'un endroit à l'autre. C'est assez difficile dans une usine où c'est des lignes de montage d'instaurer le télétravail, même si le télétravail est une mesure de conciliation. Donc, il faut vraiment prendre en compte le milieu de travail, les besoins des employeurs et mettre en place des mesures de conciliation qui répondent à ces deux besoins-là. Donc, qu'on vienne faire un juste milieu, puis essayer de trouver quelque chose qui s'implante bien dans ce milieu de travail-là et qui réponde aux besoins des employés. Parce que si on met des mesures en place et que ça ne répond pas aux besoins des employés chez nous, ça ne donne absolument rien au niveau de la conciliation. Il y a un sondage léger qui avait été fait, c'est pour le réseau pour un Québec famille sur la conciliation famille-travail. Ce qui est évoqué dans ça, c'est que les parents trouvent la conciliation famille-travail comme une source de stress importante, mais la moitié d'entre eux n'utilisent pas les mesures offertes par l'employeur. Ils préfèrent se débrouiller seuls ou avec leur système, leur plan B, si on peut dire ça comme ça. Je trouve, personnellement, cette donnée-là me parle parce que si on trouve ça difficile, mais on ne prend pas les mesures qui sont offertes, selon moi, il y a une problématique dans ce qui est offert. Et c'est possiblement le caractère individuel de ces mesures-là. Donc, de devoir demander à l'employeur d'avoir un congé supplémentaire ou d'avoir quelque chose parce que notre enfant... Donc, puis-je travailler de la maison aujourd'hui parce que mon enfant est là, mais le travail n'est pas toujours
n'est pas permis, c'est vraiment quelque chose à la pièce. On a l'impression de demander un avantage, d'avoir... Donc ça, c'est problématique quand c'est des mesures comme ça qui sont individuelles et que quand on demande, on se dit, bien là, est-ce que je demande trop à l'employeur? Est-ce que je risque de me faire mettre à pied parce que ma famille prend trop de place? Donc ça peut peut-être expliquer le fait que les parents vont se débrouiller avec leur plan B. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est que 30 de la population active sont proches aidants. Donc, on voit que la proche aidance, il y en a quand même beaucoup qui... il y a beaucoup de personnes qui sont proches aidants tout en travaillant. Et il y a 10 des personnes proches aidantes qui investissent 30 heures ou plus par semaine. Oui, il y avait aussi un autre élément qui était dit dans le sondage léger, c'est que il y avait plus de la moitié des répondants qui se disaient prêts à quitter leur emploi, à changer d'emploi, si on leur offrait une meilleure conciliation famille-travail. Donc, c'est quand même un élément qui est important pour les employés. Ensuite, famille-études, bon, il y a 25 des étudiantes et étudiants universitaires qui sont parents, donc ils sont là, ils existent. 75 d'entre eux sont des femmes, donc c'est quand même en grande majorité des femmes. Il y a aussi des personnes qui sont proches aidantes parmi les étudiantes et étudiants. Et ici, on parle de 2 à 5 des étudiantes et étudiants, et dans plus de 25 des 15-29 ans sont des personnes proches aidantes. On voit la différence de proportion entre les personnes étudiantes et étudiants et les personnes de 15-29 ans. Et on voit que l'absence de mesures de conciliation famille-études peut diminuer leur opportunité d'études, parce que si on a à charge des enfants et qu'il n'y a pas de mesures qui sont offertes, est-ce qu'on va vraiment s'embarquer dans un projet d'études? C'est probablement que ça doit en limiter quelques personnes là, à s'engager dans ces projets-là. Quand la pandémie est arrivée, je vous ramène à la coalition. Quand la pandémie est arrivée, puis on était en confinement, ils ont commencé à parler de réouverture des milieux de travail. À ce moment-là, il n'y avait pas de service éducatif à la petite enfance qui était ouvert. Les services de garde dans le milieu scolaire étaient fermés, mis à part les services de garde d'urgence, qui étaient que pour les employés qui étaient considérés comme essentiels. Et même là, ce n'était pas tous les employés qui travaillaient dans les secteurs essentiels qui avaient accès à ces services-là. Les écoles étaient fermées et on commençait à parler de réouverture des milieux de travail. Pour nous, ça a sonné une cloche en se disant, mais attends, comment vont faire les parents? Comment est-ce qu'on va réussir à concilier ces obligations-là, tout en n'oubliant pas qu'il y a une partie de la population, mars-avril, qui n'ont jamais arrêté de travailler, qui avaient les enfants à la maison, qui faisaient l'école à la maison pendant qu'ils étaient en télétravail, qui pouvaient gérer jusqu'à 2, 3, 4 Zooms en même temps. Donc, il y avait aussi toute cette part-là de la population qui était oubliée. Et on a souhaité à la coalition aller voir c'était quoi l'état des lieux, quels étaient les besoins, puis est-ce que les besoins de conciliation, les mesures qu'on avait dans notre plateforme, est-ce qu'il y avait des besoins différents dans le contexte actuel? Aussi, un élément qui était très, très important, c'est qu'à cette époque-là, je vous ramène, là, ça ne fait pas si longtemps, mais on dirait que c'est une autre époque, on n'avait pas accès à nos plans B. On ne pouvait pas avoir accès à nos parents, à nos amis. Donc, on était vraiment seuls avec nos responsabilités familiales. Et au niveau de la proche aidance, les personnes qui étaient proches aidants ne pouvaient pas avoir accès aux personnes proches aidées et vice-versa. Donc, on n'avait pas le droit de se déplacer d'un milieu à l'autre. Donc, il y avait vraiment un contexte qui était assez lourd pour l'ensemble des personnes qui avaient de la conciliation à faire. Donc, du 14 au 23 avril, il y a eu un questionnaire qui a été diffusé majoritairement sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la coalition, aussi sur le communiqué de presse, puis il y a eu de nombreux partages
du questionnaire, on a eu 603 répondantes et répondants, 83 qui étaient des femmes. Les constats, le premier, c'est la santé psychologique des personnes répondantes qui était vraiment très préoccupante. Les gens, il y avait des questions où on demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider votre conciliation, comment, et les gens n'avaient plus de solution. Les gens disaient, je ne sais pas, je n'y arrive pas. J'y arrive plus. Donc, il était rendu, il ne voyait plus comment qu'est-ce qui pourrait être mis en place ou qu'est-ce qui pourrait aider pour soutenir puis améliorer la situation actuelle. Ce qui a amené la coalition à dire, et on le martèle depuis la sortie du questionnaire, le télétravail, quand il y a une absence de mesures collectives de conciliation, n'est pas une mesure de conciliation. Donc, quand on n'a pas accès, et là, c'est assez bizarre de parler des écoles comme une mesure collective de conciliation, famille, travail, études, mais je pense que oui, on voit qu'en l'absence d'école, les parents doivent trouver un autre moyen avec leurs enfants. Puis au primaire, c'est pas toujours évident. Au secondaire, ça devient un peu plus facile. Mais c'est ça, le télétravail n'est pas une mesure de conciliation. Et je vous rappelle que le gouvernement a considéré le télétravail comme une mesure de conciliation jusqu'à la fin, puisque les gens en télétravail sont les derniers à avoir eu accès aux services éducatifs à la petite enfance. Parce que dès qu'il y avait un des deux parents qui était en télétravail, bien, il devait garder son enfant à la maison, alors que ça faisait 2-3 mois que ce parent-là gérait son horaire de travail tout en devant s'occuper de ses enfants. Donc, c'est auprès de ces travailleurs-là, souvent que la santé psychologique était plus difficile. Il y a le 3/4 des personnes répondantes qui ont pu bénéficier de mesures d'accommodement de la part de leur employeur, mais il y en a quand même 26 donc un quart des répondants qui n'ont pas eu accès. Donc, quand on parle de mesures d'accommodement, ça pouvait être des modifications au niveau de l'horaire, d'avoir une flexibilité aussi au niveau de l'horaire, donc de ne pas être obligé d'être rivé devant son écran de 8 heures à 5 heures. Il y avait vraiment plusieurs disponibilités, plusieurs choix de réponses là, comme mesure d'accommodement. Ce qui a eu le plus d'incidence sur la conciliation famille-travail-études, c'est la fermeture des services éducatifs à la petite enfance, des écoles, services de garde en milieu scolaire. Le travail à domicile, c'est beaucoup revenu que les gens n'avaient pas accès à un endroit calme qui favorisait la concentration. Donc, travailler dans son salon avec ses enfants qui écoutent la télé ou qui sont sur les jeux vidéo, c'est pas évident. Donc, ça, c'était une problématique aussi qui était amenée. Puis, il y avait l'ergonomie aussi qui avait été nommée. Le questionnaire nous a amené aussi à faire des démarches auprès du gouvernement. Donc, on a fait une rencontre avec l'attaché politique du ministre de la Famille qui est responsable du dossier de la conciliation famille-travail parce qu'eux n'ont pas de conciliation avec les études au ministère de la Famille. Mais c'est ça, on a rencontré que l'attaché politique, le ministre de la Famille, n'avait pas de temps à nous accorder pour ce dossier-là. On a rencontré le ministre du Travail en mai. On a aussi rencontré la personne responsable du dossier de la conciliation au ministère de la Famille en juin et la ministre de la Condition féminine en juillet. Je vous dirais que les rencontres étaient intéressantes là, à tous les niveaux, mais la rencontre avec la personne responsable du dossier de la conciliation au ministère de la Famille, c'était vraiment très intéressant. Ça nous a permis de pouvoir mettre de l'avant certaines revendications qu'elle va, elle, de l'interne, essayer de porter aussi. Donc, c'est vraiment la rencontre, personnellement, que j'ai trouvée qui était la plus intéressante parce que des autres côtés, on avait les discours politiques qu'on entend souvent, là, qu'ils connaissent les problématiques et puis ils nous entendent. Et voilà, on nous a entendus. Donc, c'est ça. Mais ça a quand même permis de nous mettre, de mettre de l'avant les revendications de la coalition. Et on a aussi été cités dans une
par le Conseil du statut de la femme dans une de leurs... ils font des infolettes, là, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est des infolettes qu'ils font sur la situation des femmes et dans une de celles-là, ils ont cité le questionnaire que la coalition avait préparé. Là, je vous donne tous les liens pour avoir accès aux différents éléments de la coalition parce que je vous ai fait vraiment quelque chose de très bref. Là, le questionnaire, je pense que les résultats sont sur 46 pages. Si vous prenez le document, il y a aussi des faits saillants. Donc, c'est vraiment plus étoffé que ce que je vous ai présenté. La plateforme, la même chose. Je vous ai vraiment présenté le tout assez rapidement. Mais vous avez ici tous les liens pour avoir accès aux différents éléments que je vous ai présentés. Et le dépliant de la coalition, c'est vraiment il y avait déjà un dépliant, on en a refait, on l'a remis à jour. Puis c'est quelque chose qui peut être intéressant à distribuer parce que c'est vraiment très bref. OK, attendez. Là, on passe au fond. L'objectif de ça, c'est, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu des enjeux qui étaient différents dans le questionnaire que la coalition a passé, mais on aimerait ça discuter avec vous des enjeux que vous avez rencontrés dans vos milieux, puis voir les solutions que vous pensez qui seraient intéressantes d'apporter pour la conciliation. Donc, vraiment avoir votre vision par rapport à vos milieux de travail respectifs. Donc, on aurait, c'est comme deux questions, si vous voulez. Donc, quels sont les enjeux de conciliation famille-travail-études que vous avez vécu ce printemps, que vous vivez présentement ou vous appréhendez advenant un resserrement des mesures? Puis là, on peut penser à passer de zone orange à zone rouge. Il y en a qui le vivent présentement, cette modification-là. Sinon, l'autre question qui est en deux parties, donc quels sont les accommodements dont vous avez pu bénéficier qui ont été utiles pour votre conciliation famille-travail-études? Puis, quels sont les accommodements que vous auriez aimé bénéficier? Donc, ce que vous avez pu avoir puis ce que vous auriez aimé avoir. Je vais arrêter le partage de mon écran parce que je vais vous expliquer comment va se passer le tout. On va vous transmettre le droit à un inconvénient à ce que les réponses soient enregistrées. Juste le dire maintenant, sentez-vous bien à l'aise. Puis j'ai mis dans le chat mon adresse courriel. Donc, si c'est possible de m'envoyer la feuille de notes que vous avez prise, vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer tout de suite à la fin de la rencontre. Là. Vous pouvez me l'envoyer au courant de la semaine prochaine. Juste ne pas oublier de me la transmettre pour qu'on puisse faire le retour à tout le monde. Puis, je demanderais aux personnes, il y a Lynn, je pense que j'ai vu ta main levée, Lynn Clément. Non, c'est correct? C'est ça, j'essayais de faire un bye-bye à quelqu'un, mais elle ne me regarde pas. Puis moi, je t'ai regardé juste à ce moment-là. OK, donc les personnes qui ont pris les notes, là, qui devaient rapporter en grand groupe, si c'est possible de vous identifier en levant la main, on va pouvoir donner les tours de parole. Je vais demander aux 3 premières personnes, si je ne me trompe pas, il y avait 6 groupes. Donc, je demanderai aux 3 premières personnes de nous donner un élément de la question 1, donc les enjeux. Et les 3 personnes suivantes vont donner un élément au niveau des accommodements. Donc, juste un seul élément pour une ou l'autre des questions. Donc, la première personne, c'est Raphaël. Bonjour. Donc, je pense qu'on était un groupe quand même assez composé d'enseignants. Donc, l'enseignement, en même temps que les enfants reçoivent de l'enseignement, c'était un enjeu assez important par rapport au matériel, à la disponibilité des parents pour répondre aux questions, puis beaucoup d'autres enjeux aussi par rapport à ça. Excusez-moi, je t'ai muté. Merci, Raphaël. La prochaine personne, Sylvie Lemelin. Oui, alors, toujours pour la question 1? Oui. Oui.
Bon, ben l'obligation pour certaines, là, ça a été l'obligation de se rendre au travail sur place, là, sans qu'il y ait nécessairement une plus-value. Donc, ça a été le cas vécu par 2 personnes sur notre équipe, là, ou la fin du télétravail ou l'impossibilité de ne pas de rester chez soi, là. Alors que parfois, on doit aussi étudier en même temps, bon, s'occuper des enfants aussi, la gestion des apprentissages des enfants là, et de leur temps en ligne, là, avec la culpabilisation qui vient avec et le sentiment de ne pas être bonne dans rien, je dirais. On dirait que tu viens de résumer une partie des réponses du questionnaire qu'on a eu en avril avec la coalition. Oui, vraiment. Merci Sylvie. Prochaine personne, Rosalie Gagné. Oui, donc ce que je comprends, c'est que je suis dans les 3 premières finalement. Okay. Oui, exactement. C'est bon, je m'étais préparée pour la deuxième. Ben, il y a eu beaucoup de choses qui ont ressorti. Ce que j'ai envie de faire ressortir davantage, il y a une participante nous, qui disait qu'elle elle devait gérer un service de garde d'urgence avec les enfants à la maison, donc conciliation, travail, famille, en plus de gérer le service de garde d'urgence, donc pas le choix. Puis, ce qu'elle disait, c'est de prendre soin des autres, devoir prendre soin de ceux qui prennent soin déjà. Mais de tout concilier ça, tout en même temps. Il y a eu beaucoup de choses, là, mais qui se sont dites, là, mais celle-là, peut-être, là. Parfait. Merci beaucoup, Rosalie. La prochaine personne, c'est Stéphanie. Là, ce serait pour la question 2. Pour la question 2, en fait, je pense que celui qui est ressorti, là, que je pense qu'il résume pas mal bien, là, c'est on disait que s'il y avait un confinement encore, avec tout ce que ça engendre, il faut que l'employeur comprenne qu'on ne peut pas suivre le même rythme de travail. Ça résume à pas mal ce qu'on s'est dit. Merci Stéphanie. Il me manquerait 2 groupes. Bianca. Toujours au niveau de la question 2. Oui. Oui, c'est bon, merci. J'ai comme bugué, je ne savais plus quoi faire. Nous, en fait, ce qui est indiqué, c'est que, en fait, les accommodements réels de famille, travail, études étaient quasi inexistants pour l'instant dans certains endroits. Puis, on a aussi discuté des balises qui n'étaient vraiment pas claires du gouvernement, ce qui a amené comme un paquet de temps au niveau syndical qui a été pris pour essayer d'interpréter ces balises-là, puis que ça devenait vraiment complexe. Fait que ce qu'on aurait aimé, c'est des balises plus claires du gouvernement à ce moment-là. Merci, Bianca. Mais tout à l'heure, on a vu Gabrielle qui nous... T'étais pas là. Gabrielle nous les a résumés. On a le droit de travailler. Le reste est interdit. Ah. Voilà. C'est ça le résumé, d'accord, j'étais pas là. Non, mais tu vas voir, c'est une caricature qu'il y avait dans le journal que j'ai bien ri quand je l'ai vue, donc je la partage. Il manquerait une personne. Oui, c'est moi, c'est Barbara Lucie. On était Z28, on était plusieurs enseignantes. Il y a une chose qui n'a pas été dit, là, nous aussi, qu'est-ce qu'on a pu bénéficier? Le télétravail possible, puis il a fallu se battre pour l'avoir, puis c'est pas encore clair pour tout le monde. Puis ce qu'on aimerait bénéficier ou ce qu'on aurait aimé bénéficier, c'est avoir plus de souplesse dans l'horaire, de pouvoir échanger des périodes pour des rendez-vous à l'interne là, entre nous, là, de s'entraider parce que c'est ça, parce qu'avec le manque de personnel, on ne peut même pas des fois réduire notre tâche ou avoir un allègement de tâches. Fait que si au moins on pouvait s'entraider à l'interne sans que ça soit toujours, on revient encore à la demande là, de un par un pour avoir un avantage ou quelque chose là, qu'on vient tanner de quémander. C'est ça. En gros, c'est ça. Là. Le reste, c'était pas mal dit. Merci. Parfait, merci.
Merci, Barbara. Je vois la main de Marie-Hélène qui est levée. Marie-Hélène Veillette. Je veux juste mentionner, moi, je suis conseillère en orientation, mais je ne suis pas prof, mais je dois dire que je trouvais que c'était lourd pour les profs d'avoir à aller vérifier si le monde était correct chez eux. Je me disais, pauvre prof ou pauvre... Je veux dire, je comprends, je n'ai pas de solution miracle, mais je me disais, je trouvais ça lourd de mettre ça sur le dos des profs. C'est ça que je veux mentionner. Merci. Oui, il y a Bianca qui lève sa main. Je vais juste revenir sur la question numéro 1. Je trouvais ça comme quand même flagrant là, de dire ça là, au niveau des enjeux. Là, il y avait aussi qui a été nommé dans le groupe les connexions Internet. Que dans certaines régions, ça ne fonctionne pas, c'est pas stable. La connexion Internet juste de la maison, quand tu te retrouves avec des enfants qui sont en téléécole, nous autres en télétravail, un moment donné que la réunion Zoom ou Teams ne bug pas, là, c'est un défi en soi. Je trouvais ça important de le préciser. Excellent, merci. Donc, je vais vous rappeler de m'envoyer par courriel soit à moi ou Dominique, là, ce qui est le plus simple pour vous au niveau de l'adresse. On va gérer le tout, Dominique et moi, après. Donc, m'envoyer le document sur lequel vous avez pris des notes pour qu'on puisse faire un résumé et vous ramener le tout dès que possible. On va essayer d'être rapide là-dessus, là, mais on va vous transférer ces notes-là là, le plus tôt possible. Dominique, Julie, est-ce que tu me permets une petite intervention? Oui. Ben, je veux juste dire quelque chose que nous, ça a ressorti dans notre groupe. On parle beaucoup des enseignantes, des professionnels de la santé, mais il ne faut pas oublier aussi que les caissières au IGA, au Maxi, on en a beaucoup, 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 puis souvent, on les oublie. Ils n'ont pas été accommodés, eux autres non plus, au printemps. Puis nous, dans notre groupe, ce qui est ressorti beaucoup, c'est que veut pas, on a des parents vieillissants et que là, on a une réalité de peut-être plus avoir d'enfants à la maison en télétravail, mais qu'on doit assumer la présence de nos parents parce qu'on les prend avec nous là, pour les aider. Fait que c'est une autre réalité aussi. Là. Oui. OK, bon, merci Sonia. Il y a quelque chose que je tiens à mentionner, là. Nous, on a une prof de matane, puis son mari est entrepreneur, fait couper dans ses heures, c'est pas évident. Ce qui est ressorti, c'est, à cause des règles de COVID, ça a l'air de rien de même, là, mais le bébé peut entrer à l'école avec la maman pour aller chercher l'enfant de 4 ans. Mais l'enfant de 4 ans ne peut pas rentrer avec la maman dans la garderie pour aller chercher le bébé de 19 mois. Fait que là, ça prend des gardiennes de plus. Ça prend des femmes de ménage. Là, elle a une femme de ménage toutes les semaines, mais elle a fait un choix économique aussi, c'est de elle-même diminuer son salaire parce que son chum est entrepreneur, puis qui fait du 9 à 9 tout le temps. C'est un pharmacien, puis c'est sa pharmacie. Puis là, elle a diminué son salaire pour être capable d'essayer d'arrimer tout ça. Fait qu'il y a des choix économiques qui se sont faits assez... tu coupes 20% de ton salaire, là. C'est ça. Ceci étant dit, il y a des gens sur le chat qui me demandent... il y a les liens Internet. On va vous envoyer un courriel. Je fais mon gros possible pour l'enregistrement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je sais que les PowerPoint et les présentations, on pourrait vous les envoyer par courriel, n'est-ce pas, Julie? Tu es en mute, ma chérie. Ah, excusez, ils ont déjà tous été envoyés par courriel de la part de Dominique hier. OK, mais mettons la présentation de cet après-midi, non? Ça a été transmis par courriel. Oui, tous les documents étaient dans le courriel de Dominique hier. OK. S'il y a des gens qui ne l'ont pas eu, je vous inviterais peut-être à communiquer avec Dominique. OK, on les a déjà. C'est bon. Oui. Donc, je vais passer au dernier point. On a pris un peu de retard sur l'horaire, mais je vous rassure, là, on n'en a pas pour longtemps avec le point qui reste. Au fond, je n'ai pas de document à vous partager. On vous a transmis un document de 12 pages qui vient de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, CQMMF.
c'est les actions qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Donc, je vous dis tout de suite qu'à 16h, tout à l'heure, il y a un webinaire qui va se faire. C'est à l'international, mais c'est pour le Québec. Donc, l'historique de la marche, d'où la marche provient, c'est la marche mondiale des femmes. C'est une initiative québécoise. Donc, c'est 2 personnes de la CQMMF qui vont faire une présentation. Je crois qu'on a environ 1 heure là, de présentation à 16h. Si jamais ça vous intéresse, les liens sont tous dans le document de 12 pages que je vous ai envoyé parce qu'il y a différents liens pour chacune des actions. Puis je vais tenter de les mettre aussi sur la page Facebook. On a une page Facebook du Comité de la condition des femmes CSQ. Si vous voulez adhérer, vous pouvez en faire la demande. Puis on a aussi la page Enjeux féministes. Donc, je vais mettre les liens sur les pages. Demain, 7h35, salut, bonjour. Il y a une des porte-paroles de la CQMMF qui va être présente pour parler de la Marche mondiale des femmes. Il y a une conférence de presse qui va être en Facebook live. Là, je vous lance tout ça. J'ai l'impression de vraiment de vous lancer des boules de papier, mais tout est dans le document. Donc, conférence de presse demain à 10h30. Ça va être diffusé sur le Facebook de la Coordination du Québec pour la Marche mondiale des femmes. Et le lien, je vais vous le transmettre aussi. Il va y avoir demain un lancement d'une campagne d'appui. Donc, pour celles qui étaient présentes à la conférence, en juin, on avait parlé de faire un manifeste sur la pauvreté, d'aller chercher des appuis. C'est une idée qu'on n'a pas développée parce que la CQMMF lance une campagne d'appui sur les 5 revendications. Donc, on aurait travaillé en double ici au comité. Donc, vous allez voir le lancement de la campagne d'appui qui devrait se faire vers midi demain. Il va y avoir aussi une invitation à mettre un filtre Facebook sur notre photo de profil pour chacune des actions qui vont être faites. Donc, il y a des dates précises des actions. Ça aussi, je vais pouvoir vous donner plus d'informations quand on va être là. Je n'ai pas vu encore le filtre Facebook. Il faut dire que je suis pas allée sur Facebook aujourd'hui, mais si c'est disponible, je vais vous le partager aussi sur notre page. Il y a aussi des lancements de webinaires qui vont se faire demain. Je suis essoufflée pour la CQMMF, juste à dire tout ce qu'ils vont faire demain. Des lancements de webinaires. Il y a 5 revendications à la CQMMF. Pauvreté, violence, femmes migrantes, immigrantes racisées, justice climatique, femmes autochtones. Pour chacune de ces 5 revendications-là, il y a eu des documents d'éducation populaire qui ont été préparés et il y a un groupe de table de femmes qui ont préparé des webinaires sur chacune des revendications. Donc, ces webinaires-là vont être disponibles. Vous pouvez les utiliser si vous voulez faire des rencontres au local, les faire visionner par vos membres. Ils vont être disponibles. Comme proposition d'action qu'on peut faire au régional et au local, il y en a 3, si je me souviens bien, avec le webinaire. L'autre qui peut être intéressant aussi, c'est un chant qui a été composé par Chantal Loca, qui est une ancienne de chez nous. Les paroles, la musique, je vais vous les transmettre aussi par courriel. À l'international, je vous ai parlé du webinaire qui est à 16h ce soir. Demain matin à 7h, il y a aussi un webinaire qui est présenté pour la journée de clôture. Ça va être en direct sur le site de la Marche mondiale des femmes. Donc, toutes les adresses sont disponibles dans le document 009. Puis, l'Intersyndicale des femmes viennent de lancer, on vient de l'avoir disponible, un document historique qui relate l'histoire de la Marche mondiale des femmes. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui se rappellent, ça avait été fait il y a 10 ans, je crois, la dernière édition. On l'a revu. Techniquement, on aurait dû vous remettre une copie papier de ce document-là, imprimé. Là, c'est une version PDF qui est disponible parce qu'on s'entend que papier, vous ne l'aurez pas bientôt, je crois. Donc, il y a une version PDF qui va être disponible, qui va être mise sur le site de la centrale sous peu, mais elle va vous être envoyée aussi par courriel. C'est ça, on l'a mise à jour. Il y a vraiment un visuel qui a été travaillé. Ce document-là, vous pouvez le partager dans vos syndicats locaux. Vous pouvez,
un document qui est libre, donc vous pouvez en faire ce que vous souhaitez du document. Donc, c'est ce qu'il en est pour la Marche mondiale des femmes. Ensuite, je passerai, à moins qu'il y ait des questions, si on peut les prendre rapidement. Sinon, je passerai tout de suite peut-être à l'autre point, un petit point très, très bref. Puis après, on pourrait peut-être finir avec les questions. Puis celles qui souhaitent quitter pourront le faire là, parce qu'on approche, le 16 heures, l'heure de fin. Là. Puis je voudrais vraiment qu'on ait le temps de faire l'autre point avec le maximum de personnes possible. Donc, je vais vous partager mon écran. D'autres fédérations, notamment par le Comité de la condition des femmes de la FEC qui nous l'a transmis cette semaine, mais je sais qu'il y a d'autres fédérations aussi qui ont adopté une résolution similaire. Donc, on aimerait l'adopter avec le réseau. Là, je ne sais pas si vous la voyez. Ce qu'on proposerait, c'est que le Comité de la condition des femmes de la Centrale des syndicats du Québec exprime en son nom et au nom du réseau de la condition des femmes ses condoléances et son appui envers la famille de Joyce Echaquan et la communauté atikamekw de Manawan dans leur dénonciation du racisme systémique au Québec. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on pourrait procéder là, à une période de questions et d'échanges. Puis, j'allais vous dire s'il y en a qui s'opposent de lever la main, mais peut-être que s'il y en a qui s'opposent à ça, de faire le X pour non, parce qu'on vote, il n'y a pas de vote, réel en réseau, mais on veut quand même, si on parle au nom du réseau, on souhaite quand même que le réseau soit à l'aise avec ce qu'on vous propose. Donc, je ferai un... Bon, j'ai arrêté le sharing. Sur le chat, présentement, les commentaires sont je suis d'accord, quelle bonne idée. » Puis, Parfait. J'avais vu une main levée, elle s'est redescendue, je pense. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, commentaires, autant par rapport à la résolution que par rapport aux actions de la Marche mondiale des femmes que je vous ai lancées. Ça ne semble pas. Marie-Hélène Veillette a levé la main. Ah! Encore une fois. Alors... Vas-y, Marie-Hélène. Non, c'est correct. Non! Mais écoute, je cherchais, tu me dis j'ai envoyé un document de 12 pages. Je le voyais pas, je me demandais si je comprenais pas ou je l'avais pas eu. Ou... C'est un document qui a été envoyé par Dominique. Là, quand je dis j'ai envoyé, c'est pas moi du tout, c'est Dominique qui nous a envoyé un document. Non, c'est parce que je cherchais dans mes courriels avec ton nom, je m'excuse. Mais non, je m'approprie le travail de Dominique, ce qui est pas génial. Non, parce que je trouvais ça intéressant, mais je n'arrivais pas à prendre toutes les notes. Puis là, OK, fait que je vais juste aller voir. Merci. Oui, bien, vous avez vraiment le document spécifie chacun des éléments que je vous ai amené là. C'est le dernier document, le 009. On a le lien pour joindre tantôt, si on veut. Vous avez les adresses à l'intérieur de ce document-là. Merci. Ensuite, il y avait Sylvie Lemelin. Oui, je m'excuse encore. J'ai l'impression que je parle tout le temps. Écoute, dans tout l'ensemble des choses que tu nous as un peu présentées vite, y a-t-il un moment fort qui est peut-être plus... Parce que là, demain, là, on s'entend qu'on n'est pas dans... On n'a pas eu le temps d'en parler, puis c'est déjà demain, mais y a-t-il quelque chose, une autre date qu'on pourrait cibler comme étant plus susceptible d'être un moment pour partager de l'information là-dessus, ou si c'est vraiment très éclaté? Ben, dans le fond, demain, c'est pas le lancement, parce que le lancement a eu lieu le 8 mars dernier. Mais demain, c'est un peu comme le lancement des nouvelles actions, parce qu'en mars dernier, on a lancé la marche qui devait avoir lieu demain. Demain, c'est l'action sur la pauvreté. Donc, on va mettre de l'avant cette revendication-là de la pauvreté. C'est ce qui est supposé être mis de l'avant, mais c'est sûr que les 5 revendications vont aussi être portées demain parce qu'on lance la campagne d'appui. Si vous avez à faire le choix d'une activité, je vous dirais la conférence de presse. La conférence de presse, j'aime pas dire ça, mais je vais le dire quand même.
si vous avez autre chose à faire, mettez-vous quand même sur Facebook. Faites vos autres choses si vous êtes capable. Ça fait des vues, puis plus on est visible, mieux c'est. Donc, c'est quand même accessible, c'est à 10h30. Si vous êtes capable de le partager sur vos réseaux aussi, ça peut être quelque chose de bien. Il y a un événement qui a été créé sur la page de la Coordination du Québec, CQMMF. Donc, si vous êtes capable de partager ça sur vos réseaux, dans vos groupes, ça peut être très bien. Sinon, autour de la première revendication, je vous dirais que c'est pas mal demain que ça se passe. Il y avait des actions la semaine passée que j'avais partagées aussi sur le comité d'une contravention au premier ministre pour ne pas avoir respecté la stratégie de l'égalité. Donc, il y avait ça aussi qui a été fait. Sinon, ça va au 6 décembre, qui est la revendication sur la violence faite aux femmes. Le 6 décembre, on va vous revenir, mais en intersyndical, on est en train de réfléchir à quelque chose qu'on pourrait vous offrir, un petit webinaire ou quelque chose comme ça, portant sur la violence. Les violences faites aux femmes, il n'y en a pas qu'une seule, malheureusement. Il faudrait qu'il y en ait 0, mais bon. Donc, ça va. Il y a des événements là, qui vont s'en venir, puis les autres dates pour les autres revendications sont à déterminer. Là. On a une idée un peu temporelle. Il devrait y en avoir une en mars, une en avril, et la dernière, ce serait Femmes autochtones, où elles vont déterminer la date qui leur convienne le mieux. Mais ça, on va pouvoir vous donner plus d'informations dans le temps. Mais je vous dirais que demain, si vous avez un événement à cibler, la conférence de presse à 10h30. Il y a 2 mains levées. Sylvie et Caroline. Sylvie Lemelin et Caroline, je ne vois pas le nom de famille. Frenette. C'est en appui à ce que Julie vient de dire, parce que je fais partie aussi de la table de concertation des groupes de la Naudière. On devait vous accueillir demain. Oui. Et je vous encourage fortement à être présente pour la conférence de presse. C'est vraiment là la plus grande visibilité. Vous allez voir aussi un vidéo montage d'une toile de solidarité qui a été pensée aussi par Chantal, qui a créé le chant, qui est d'une toute beauté. Je vous invite vraiment à aller l'entendre. C'est encourageant. On aurait dû marcher sur ce rythme-là et l'apprendre ensemble. Et ça prend vraiment très facilement. Il se chante facilement aussi. C'est très encourageant. Puis, la toile de solidarité aussi, ça va être une vidéo faite de plein de groupes de femmes. Fait que je vous encourage vraiment, moi, à être à la conférence de presse demain. Voilà. Merci, Caroline. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient. Nathalie Mathieu. Est-ce que c'est seulement sur Facebook ou si via le site web, on peut... C'est une excellente question. Je vais aller voir. Ça va être diffusé en Facebook Live. C'est ce qui est sur le site de la CQMMF, sur le document de la CQMMF. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une autre C'est juste parce que moi, je n'ai pas Facebook, donc ça cause problème à ce niveau-là. OK. Est-ce que je comprends? Puis, Caroline Frenette, si tu peux me revenir, s'il te plaît, Caroline, c'est que la présentation demain, elle se ferait live via le Facebook du CQMMF. C'est ça? OK. Oui. Donc, je suis désolée. Je cherche dans mes documents, voir s'il n'y aurait pas une autre adresse et je vous reviens. OK. Il y avait, je crois, Stéphanie Turcotte, tu avais mis un thumbs up comme ça. Est-ce que c'était pour lever ta main ou si tu voulais avoir une intervention? Ça va? OK. Il y a une demande dans le chat pour mettre le nom exact du groupe Facebook. Je vais aller le chercher, je vais vous le mettre. Puis sinon, on va pouvoir aussi vous les envoyer par courriel. Il y a Enjeux féministes CSQ. Ça, c'est certain. L'autre, je vous le donne
si je ne me trompe pas, c'est Comité de la condition des femmes. CSQ, c'est un groupe fermé, celui-là, où on peut, dans le fond, je vérifie qui adhère à ce groupe-là et c'est vraiment ça. Donc, c'est Comité de la condition des femmes, CSQ. Et l'autre site, c'est Enjeux féministes CSQ. Comité de la condition des femmes, vous allez voir, c'est l'image du 8 mars qui est là comme photo de profil. Enjeux féministes, c'est une autre image, là, c'est une imagerie maison. Donc, là, je vois des demandes pour accéder. Je vais aller vous accepter après la rencontre. Mais c'est ça, donc juste à faire la demande pour adhérer au groupe, puis je vais vous accepter rapidement là, pour que vous puissiez avoir les informations pour ce week-end et après. Et oui, Rosalie, on doit demander à rejoindre le groupe de la Comité de la condition des femmes. Puis si vous avez des gens dans votre réseau ou les membres de votre Comité de la condition des femmes au local, vous pouvez aussi les inviter, envoyer des invitations, si je ne me trompe pas, là, pour qu'ils puissent rejoindre le groupe. Donc, je ne vois pas d'autres questions, d'autres mains levées. S'il y en a pas, s'il y a des gens qui souhaitent se prononcer, je vous inviterai à le faire maintenant. Sinon, on mettrait fin à la rencontre. Je vous souhaiterais une belle fin de semaine. Un bon vendredi pour ceux qui prennent leur verre de vin le vendredi. Oui! Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous souhaiterais vraiment une bonne fin de semaine à toutes. Puis, on va se revoir en janvier pour le prochain réseau. Hey, bye tout le monde. Puis vous avez reçu une évaluation. Ben, c'est vrai. C'est ça. Remplissez-la. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous faire un compte rendu. Puis, ben, on est là. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, en courriel. On va vous répondre. Donc, une belle fin de journée. Merci. Bye. 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 Bien, super. Un gros merci. Bonne fin de semaine. Bye. Bye. Je vous laisse, mesdames. J'ai une réunion de service. Pauvre Lynn, ça finit jamais. Lynn, attention, oui, c'est ça. C'est plate qu'elle ne soit pas Facebook parce que tantôt, je suis venue pour y écrire. Lynn, ferme ta caméra, on dirait que tu te parles tout seul. Non, mais je parlais avec le technicien d'informatique. Je sais, je te voyais. Ça a jamais mon affaire, mais là, je suis dans mes 25 000 mises à jour. Je vais être encore ici à minuit, je pense. Pas grave. Merci, bonne fin de semaine à vous. Bye. Merci beaucoup, Dominique. Bye. Un plaisir. Bye. Bye. Bon. Dominique est partie. Oui, Dominique est partie. On est juste les trois. Anne-Marie est encore là. Anne-Marie est là. Bon, ben ça a bien été. Ouais. Moi, je pense, oui. Ouais, il y a le temps, je trouve que c'est ça, là, on a pris des notes. Moi, j'en ai pris de mon côté, puis Dominique aussi, là. Moi, j'ai eu l'impression